Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h07, nous avons un invité exceptionnel ce matin, Étienne Blanc, qui est sénateur LR, mais aussi et surtout ce matin, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Nous allons entrer dans ce formidable rapport du Sénat sur le narcotrafic en France. Et nous allons apprendre beaucoup de choses. Et je vous invite à réagir 0826 300 300, à poser des questions à Étienne Blanc qui va rester avec nous jusqu'à 9h30 pour pouvoir aller plus au fond de ce qui commence à préoccuper beaucoup de Français. Pas seulement dans les grandes villes ou dans certains quartiers, non. Même dans les villes moyennes et même dans les petites villes. Le narcotrafic est en train de gangréner notre pays. Nous allons en parler avec Étienne Blanc. Mais auparavant, je voudrais avec vous, Benjamin Glaise, regarder deux actualités qui me paraissent intéressantes. La Nouvelle-Calédonie, évidemment, avec les dernières informations. Quelles sont-elles ? Allez-y, Benjamin. Les dernières informations, globalement, une dernière nuit qui a été un peu plus calme que les deux précédentes. Voilà le nombre de victimes. Pour l'instant, 4 états d'urgence, armés, sur place, renforts. Et puis aussi des renforts en alimentation, alimentaire et puis en médicaments nécessaires plus que jamais sur place. Bien, l'influence chinoise, on en parle peu. Et pourtant, derrière cette colère indépendantiste, il y a aussi l'influence des Chinois. Ben oui, la question de la souveraineté de l'île qui est posée aussi à travers cette influence de la Chine qui veut peser dans cette région. C'est sa région, entre guillemets, face aux États-Unis et globalement à l'Occident, avec notamment plusieurs questions qui se posent. La question du nickel, d'apport, qui est importante aussi en termes de ressources pour la Chine. On a aussi l'influence russe qui se pose également avec des images trompeuses qui ont été diffusées sur Twitter, qui comparent des gendarmes français à des criminels, et puis tout cela à travers des comptes basés en Azerbaïdjan. D'ailleurs, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a accusé l'Azerbaïdjan d'ingérence, justement, à travers ces émeutes actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas un hasard si TikTok a été interdit en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Bien. Autre chose, et nous parlons du narcotrafic dans un instant, plusieurs plaintes au niveau européen. Plusieurs plaintes de consommateurs, d'associations de consommation déposées contre Temu, la plateforme chinoise, encore une fois la Chine, la plateforme chinoise de commerce en ligne, au prix plus que cassé. Oui, c'est ça. Alors, que reprochent-elles, ces associations européennes de consommateurs à Temu ? Elles accusent la plateforme de manipuler les internautes, de violer plusieurs dispositions du droit européen. Il est question notamment d'interfaces trompeuses. En gros, les consommateurs sont attirés par des produits pas chers, mais lorsqu'ils cliquent dessus, on leur propose souvent des versions un peu plus chères. Autre reproche, l'opacité de son algorithme pour cibler les internautes. Également des avis trompeurs, des listes d'ingrédients manquantes et puis un parcours du combattant pour clôturer son compte. Précisons que Temu fait l'objet d'accusations d'espionnage, un rapport américain notamment qui affirmait que cette plateforme aurait des fonctions cachées permettant une exfiltration massive de données à l'insu des utilisateurs. Je ne laisserai pas mes données sur la plateforme Temu, je vous le dis tout de suite. Bien, Étienne Blanc, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Je le disais, travail formidable du Sénat avec travail transpartisan, Étienne Blanc. Le président de la commission, Jérôme Durin, est sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Voilà. Donc, travail transpartisan, travail nécessaire, indispensable et formidable. J'espère d'ailleurs que on pourra le lire, que chaque citoyen pourra. Alors, il est en ligne aujourd'hui. Il est en ligne, ça y est. À la fois le rapport, 600 pages, oui. et ses annexes, 700 ou 800 pages. Oui. Vous vous rendez compte ? Bien. Étienne Blanc, vous écrivez « La France est submergée par le narcotrafic ». Vraiment submergé par le narcotrafic. Bien sûr, il y a toute une série d'indicateurs qui le démontrent. D'abord, il y a le chiffre d'affaires. Et le narcotrafic, c'est une entreprise. Chiffre d'affaires entre 3,5 milliards et 6 milliards à peu près. Par comparaison, le budget de la justice est de 8,5 milliards. C'est entre la moitié et les 2 tiers du budget de la justice. Le deuxième indicateur, c'est le nombre de personnes qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic. C'est entre 200 et 250 000 personnes en France. Et le troisième indicateur, c'est la violence. Nous sommes allés à Marseille et les magistrats nous ont expliqué l'extrême violence. On est sorti de là bouleversé, écœuré.
des gamins de 15-16 ans brûlés vifs au chalumeau, en France, à Marseille. Et ce déferlement de violence, c'est le signe de ce débordement. Un des signes de ce débordement. L'argent, le nombre de personnes intéressées et la violence extrême. Voilà. L'argent, en fait, c'est une économie. C'est quoi? C'est un État parallèle qui est en train de se mettre en place, un État narcotrafiquant parallèle à l'intérieur même de notre société. Là, il y a deux notions. La première, comment est-ce que ça marche? Mais c'est une entreprise, c'est comme une entreprise libérale. Oui. C'est un peu le Louis Vuitton, quoi. Mais au lieu de vendre des produits de luxe, on vend de la drogue. Donc à la base, vous avez un client. Et tout au sommet, vous avez le propriétaire de l'entreprise. Et entre eux, il y a toute une chaîne qui constitue la chaîne entrepreneuriale en France. Le produit, il faut le fabriquer. En Afrique du Nord, en Amérique du Sud. Ensuite, il faut le transformer. Il est souvent coupé. Les feuilles de cannabis sont transformées en résine. Donc il y a ce travail industriel. Ensuite, il faut l'acheminer, c'est le transport. Puis l'Amérique du Sud, notamment par la mer des Caraïbes, par les Antilles, qui sont aujourd'hui submergées. Et du transport sur l'océan, du transport sur la Méditerranée. Ensuite, il faut le réceptionner. Une fois réceptionné, il faut le diviser pour qu'il puisse être distribué aux consommateurs. Il faut l'acheminer vers les consommateurs. Une fois que les consommateurs ont payé, et on paye en petites coupures, c'est 5, c'est 10, c'est 20, c'est 50 euros. Cet argent, il faut le collecter. Ceux qui font ce travail-là sont des banquiers. On les appelle les SARAF. Très clairement, ces entreprises, elles ont un vocabulaire, vous le trouverez dans le dossier. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas mis une annexe pour traduire tout cela, parce que c'est un vocabulaire auquel... Donc des banquiers, il y a donc des banquiers bien sûr, du trafic. Bien sûr. Et ensuite, cet argent collecté en masse importante, il est blanchi avec toute une série de dispositifs. Comment a-t-il blanchi? C'est bien la difficulté. Il y a toute une série de dispositifs. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la Walla. Et c'est un système de compensation. Vous donnez l'argent en France et on vous donne une prestation à l'étranger. Pour être clair, vous remettez X millions d'euros à un complice, à une personne qui est en charge du blanchiment. Elle va vous donner en échange une maison au Maroc, en Arabie Saoudite, dans les Émirats du Golfe. Hein. L'argent reste en France et ensuite cet argent, le banquier va se charger de le blanchir. Comment? Beaucoup dans les entreprises. Notamment dans le bâtiment avec le travail au noir. Parce que quand dans le bâtiment, vous employez quelqu'un au noir, vous le payez en espèces. Voilà où est l'argent de la drogue. Et donc toute une série de systèmes de blanchiment dans l'hôtellerie et la restauration, où il y a aussi beaucoup de travail au noir. Donc cet argent, et ainsi, il va se blanchir. Il se blanchit aussi à travers l'acquisition de commerces. On voit s'ouvrir et se fermer dans nos villes des commerces. Parfois, on se dit, mais comment ça se fait? C'est de la téléphonie, c'est des ongleries, c'est des barbiers, c'est des kebabs, c'est de la petite restauration. Mais c'est ça. Vous ouvrez un commerce, et après vous faites de la fausse facture, un faux chiffre d'affaires. Et cette mécanique de blanchiment, elle est très complexe. Et donc l'entreprise, il faut bien la comprendre, il faut bien l'analyser. Et une fois que vous l'avez comprise, la France aurait tout intérêt à se dire, attention. Et puis, deuxièmement, et en dehors de cette entreprise, il y a après toute la protection de cette entreprise. Pour qu'elle fonctionne, il faut la protéger. Il y a beaucoup d'activités illégales. Comment vous protégez? Vous protégez de deux manières. Vous protégez d'abord par la corruption. Le nombre de faits de corruption en France ne cesse d'augmenter. Et puis, vous la protégez d'une deuxième manière par la violence. C'est-à-dire que quand vous avez un maillon de la chaîne qui cède, un jeune qui, dans son quartier, faisait le chouf, il dit non, finalement, j'arrête. Vous l'attrapez, vous le menacez, parfois même vous le violentez, parfois même vous l'assassinez, et vous mettez tout ça sur les réseaux. À ce moment-là, tout le monde a peur, et l'entreprise continue à perdurer. Bien, c'est formidable ce que vous dites, Étienne Blanc, parce que ça nous permet d'avoir un regard lucide sur cette situation. On va continuer à en parler, on va observer une petite pause de pub, et puis j'ai deux auditeurs qui veulent vous interroger. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous Étienne Blanc, sénateur, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Un travail formidable, je l'ai dit, qui a le mérite de briser cette espèce de naïveté que nous avons tous, que l'État a depuis des années. Personne n'a vu venir l'importance de ce narcotrafic. Étienne Blanc, je voudrais que nous
prenions 2 auditeurs qui ont des questions à vous poser. Liliane, par exemple, qui est à Clamart. Bonjour Liliane. Bonjour. Vous êtes comptable. Vous entendez ce que nous dit Étienne Blanc. C'est formidable, oui. Parce qu'il met le doigt sur la réalité. Mais le problème, c'est que les conclusions que vous avez tirées de ces études que vous avez faites, ce n'est que de bon sens. Ben oui. Et ma question est la suivante. Vous nous avez expliqué que c'est comme une grande entreprise. Très bien. Si une entreprise n'a plus de clients pour ses produits, parce que les clients, d'une façon ou d'une autre, ont peur ou ils ont des problèmes pour acquérir l'objet, elle périclite. Alors, elle périclite. Je comprends votre question, Liliane. Étienne Blanc. Bien sûr. On le dit souvent, en matière de vol, s'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic. Et c'est extrêmement compliqué parce que aujourd'hui la consommation elle est partout. D'ailleurs, quand on dit mais la drogue qui longtemps a été un phénomène métropolitain, un phénomène urbain, ben maintenant c'est un phénomène dans les campagnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des consommateurs partout, y compris dans les campagnes. Bien sûr. Donc on achemine le produit. Donc Madame a parfaitement raison. Et il faut lutter contre cette consommation. Alors il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Pas rentrer dans les questions techniques, mais il y a ce qu'on appelle notamment l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. Vous repérez quelqu'un qui consomme. Vous lui mettez une amende tout de suite et s'il récidive, vous pouvez aggraver les sanctions. C'est insuffisant et on constate parce surtout... que ces amendes ne sont pas payées, et bien en plus, souvent. le recouvrement est absolument dérisoire par rapport au montant. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur ces sanctions de la consommation. Et puis, deuxièmement, la France, elle doit peut-être faire un choix. Vous savez, Monsieur Bourdin, vous êtes dans le milieu de la communication, très proche des milieux culturels. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Pendant des années, c'était finalement pas si mal vu que de fumer un pétard ou que de se droguer à la cocaïne. D'ailleurs, dans notre culture, que ce soit dans la littérature ou que ce soit dans le cinéma, que ce soit même dans la poésie, on a considéré que finalement, c'était un phénomène moderne, quoi. C'était contemporain. À la limite, on se disait, mais si tu fumes pas, quand il y a un pétard qui tourne, t'es pas normal. Voilà. À un moment, une société, elle doit se poser des questions de fond. Et elle doit réprouver cela. Donc il faut lancer une campagne de communication et d'information sur la consommation, une campagne puissante. Alors on va dire, mais les politiques, vous faites quoi, etc. Cette campagne, elle ne marchera que si les Français la portent. Voilà. Et Madame a raison, mais il faut que chacun dans notre pays dise attention. Bien, Jean-Pierre est à Marseille. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous avez une question à poser à Étienne Blanc ? J'ai une interrogation. Oui, comment se fait-il qu'on découvre aujourd'hui ce qu'à Marseille tout le monde sait depuis 20 ans ? C'est une question. Et puis, ma deuxième question, c'est que je voudrais qu'on arrête de parler de guerre faite à la République. Ces gens-là font une guerre à la France, en général. Donc moi, je pense que... je vais poser une question au lieu d'affirmer quelque chose. Ne pensez-vous pas, cher monsieur, qu'il faudrait que la France commence à réellement penser à faire la guerre à ces gens-là ? Étienne Blanc. Alors, la question, pourquoi si tard ? On se pose tous la question, mais notre pays, comme un grand nombre de pays occidentaux, ont de la peine à anticiper, à comprendre les mouvements du monde, à comprendre les mouvements de société. Il n'y a pas que dans le domaine de la drogue, malheureusement, ce qui est en train d'arriver sur nos frontières européennes. Oui, je rappelle que vous avez été maire de Divonne-les-Bains, c'est à la frontière franco-suisse. Hein, vous avez été confronté à cela. Bien sûr, la drogue sur les frontières, c'est un phénomène qui est un phénomène connu. Mais je veux dire, nos sociétés ont de la peine à comprendre le monde de demain, à anticiper. Et c'est un sujet sur lequel on n'a pas anticipé, pas suffisamment. Et la deuxième question... la guerre. Mais évidemment, aujourd'hui, il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Alors, le terme de guerre, il est peut-être pas le terme le plus adapté, mais en tout cas, l'ensemble des services de l'État doivent se mettre à disposition d'un système cohérent pour lutter contre le narcotrafic. Quel est le problème sur cette notion de guerre et de combat ? C'est qu'aujourd'hui, chaque ministre, à la faveur d'un changement gouvernemental, d'une prise de fonction, a son projet. Mais dans la cohérence d'ensemble, il y a un vide. Et le mérite du travail du Sénat, c'est pour ça que le rapport est un peu lourd avec 600 pages, c'est que nous avons souhaité, avec Jérôme Durain, avoir une vision d'ensemble.
nous adresser à la consommation, comment mieux lutter contre le transport, l'alimentation depuis les Caraïbes notamment, mieux surveiller nos océans, comment ensuite en France repérer les laboratoires et remonter toute cette chaîne, comment mieux saisir. Je disais tout à l'heure, le chiffre d'affaires, il est entre 3 et 6 milliards. Savez-vous combien on saisit sur la drogue? 117 millions. Oui. Voilà, sur les 3 à 5 milliards, on saisit 117 millions. Alors, vous avez des gendarmes, des douaniers qui disent, mais on a besoin de moyens, on a besoin de frégates, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin en France de systèmes d'information, de renseignement, de rentrer dans les systèmes de communication cryptés. Ce sont des moyens financiers. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Mais vous avez un gisement entre 3 et 6 milliards d'euros. Alors là, oui, des vedettes, des hélicoptères, en saisissant le produit du trafic et le produit blanchi, mais vous avez des moyens considérables. Donc il faut avoir cette vision d'ensemble, une vision cohérente, et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Jérôme Durain, on va voir ce que nous disent les membres du gouvernement, Monsieur Dupond-Moretti et Monsieur Darmanin, mais on envisage une proposition de loi justement pour mettre en place un dispositif de lutte d'ensemble. C'est-à-dire une proposition de loi de lutte contre le narcotrafic. Exactement, dédiée à la lutte contre le narcotrafic. À la lutte contre le narcotrafic. S'attaquer au blanchiment. Comment mieux saisir? C'est compliqué, hein, parce que il faut saisir d'abord, c'est-à-dire bloquer, puis après il faut confisquer, donc il faut justifier l'infraction. Comment s'attaquer à la tête de tous ces trafics, puisque tous ceux qui dirigent ces trafics ne sont pas en France. Alors, ils sont à l'étranger, beaucoup. Beaucoup sont en Afrique du Nord, beaucoup sont dans les Émirats, notamment à Dubaï, où je me suis rendu récemment. C'est un sujet, et notamment la question des extraditions. On monte des dossiers d'extradition. Oui. Et le gouvernement des Émirats ou les institutions du Bayat nous disent, mais votre dossier n'est pas conforme. Il manque une pièce, il manque un tampon, vous n'avez pas mis la bonne photocopie, il n'y a pas assez d'informations. Donc nous avons, la France, envoyé là-bas ce qu'on appelle un magistrat de liaison. C'est-à-dire un magistrat français qui sera à l'ambassade de France et qui va pouvoir être en contact avec les instances et les institutions judiciaires des Émirats du Golfe. Mieux comprendre les procédures, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait défaut, mieux anticiper, échanger. C'est comme ça qu'on y parviendra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en face d'un mur. Oui, et puis dernière chose, vous racontez toujours cette anecdote qui est une anecdote parlante sur l'argent de la drogue. C'est vrai qu'un trafiquant est plus gêné lorsqu'il perd sa voiture de luxe que lorsqu'il se retrouve en prison. Oui, c'est ce que nous a dit un gendarme, et vous savez, un policier, pardon. Et les policiers sont des hommes qui sont très proches des réalités. Ils ont un langage très concret. Oui. C'est un peu du gabin, si vous voulez. Et il nous a dit, la première fois que j'ai vu pleurer un trafiquant, c'est pas quand je lui ai annoncé qu'il allait en prison, c'est quand il a vu sa voiture sur une dépanneuse. Oui. Et ça veut tout dire, quoi. C'est ça qui marche. Ouais. Et ça répond pas à la question de tout à l'heure, qui nous était posée par l'auditeur, pourquoi est-ce qu'on l'a pas compris plus tôt? Ça, c'est de l'archéologie, et nous, il vaut mieux que nous regardions l'avenir. Merci Étienne Blanc d'être venu nous voir. Merci vraiment, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, à lire. Je vous invite à lire ce rapport. Il est 9h28, vous êtes sur Sud Radio. Nous allons débattre, nous sommes jeudi, 2 députés seront avec nous, et notamment le député de Nouvelle-Calédonie menacé de mort, oui, je dis bien menacé de mort, Nicolas Metzdorf, qui est député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, rapporteur du projet de réforme constitutionnelle du corps électoral provincial. Ce texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale, qui a mis un peu le feu, pas un peu, qui a mis le feu aux poudres. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 9h32, nous avons besoin de comprendre, parce que nous connaissons mal la situation en Nouvelle-Calédonie. Donc pour comprendre, eh bien j'ai la chance de recevoir ce matin, vous savez que nous sommes jeudi, et le jeudi matin nous recevons des députés ou des sénateurs. J'ai la chance de recevoir ce matin par ordre alphabétique Arthur Delaporte, qui est député PS du Calvados. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PS sur le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale mardi à propos de la Nouvelle-Calédonie. Je vais y revenir évidemment. Et avec nous, Nicolas Metzdorf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie, rapporteur de ce projet de réforme constitutionnelle du corps électoral. Bien. D'abord, la situation. Nicolas Metzdorf, quelles sont les dernières informations? Il est quelle heure en Nouvelle-Calédonie? Il est fin d'après-midi, là, hein? Il est début de soirée, oui. Il est 9h là, donc ça fait 18h30. 18h30, la nuit est tombée. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est en train de tomber. La nuit dernière a été un peu moins dure que les deux nuits précédentes, mais la situation est encore extrêmement tendue. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Elles sont pires que d'habitude, c'est-à-dire que on est en train de gravir un nouveau stade où on échange des tirs à balles réelles un peu partout. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ce soir, là, maintenant, tout de suite. Ce soir, là, en ce moment. Ouais, les dernières informations que j'ai, c'est que du ministère de l'Intérieur, en tout cas, c'est qu'il y a 3 nouveaux policiers blessés et 2 gendarmes apparemment. Donc ça, par balle, évidemment, ça tire de partout. La situation se retend. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je reçois énormément de messages de gens sur place qui sont en panique, qui pleurent, qui savent pas quoi faire. Je pense que les renforts étaient attendus. J'ai envie de dire, il en faudrait encore, parce que aujourd'hui, la sécurité même des personnes et même des forces de l'ordre est totalement menacée. Oui, état d'urgence. La Nouvelle-Calédonie est sous état d'urgence. Nicolas Metzdorf, vous-même, à titre personnel, vous avez de la famille, évidemment, vous êtes là-bas. Comment sont-ils? Comment réagissent-ils? Que vous disent-ils? J'ai pas envie de parler de ma famille parce que ça serait déplacé. Tous les Calédoniens sont en danger. Vous-même, vous êtes menacé de mort? Oui, mais moi, ça fait longtemps. Je suis responsable politique, je suis habitué à ça. J'ai une protection particulière, donc tant que ça reste sur les leaders politiques, j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité et on assume notre choix de vie de toute façon. Mais là, c'est directement les citoyens. Ouais. J'ai une question. J'ai beaucoup entendu, nous avons eu plusieurs témoignages sur l'antenne de Sud Radio, j'ai beaucoup entendu ces mots prononcés par nos témoins, la haine anti-blanc. La haine anti-blanc s'exprime librement et ouvertement. La haine anti-blanc, je sais que c'est un sujet qui est tabou en métropole, mais nous, on a grandi avec ça, on vit avec ça au quotidien. Il n'y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui ne s'est jamais fait insulter de sale blanc, voire de pire grossièreté que je ne vais pas citer à l'antenne. Vous savez, quand vous avez le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dit dans un rapport officiel de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, le seuil de tolérance des blancs est atteint en Nouvelle-Calédonie, c'est le président du Congrès, la 3e assemblée délibérative de France, quand même, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est son président qui dit ça. Donc il y a un racisme institutionnel qui a été exacerbé, entretenu depuis ces 30 dernières années. Alors je tiens à dire, c'est pas tous les indépendantistes qui portent ce discours-là. Bien évidemment, il y a des indépendantistes modérés qui veulent le vivre ensemble avec tout le monde. Et avec eux, on travaille bien, on les salue et on a envie de construire avec eux et ça nous rassure. Mais aujourd'hui, il y a une frange radicalisée des indépendantistes, nationalistes, xénophobes, qui s'appuie sur le discours du fait colonial pour justifier que des Calédoniens sont plus légitimes que d'autres dans le pays, et donc ils remettent en cause toute forme de démocratie, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des gens plus légitimes que d'autres. Il y a un terme qu'on utilise régulièrement en Nouvelle-Calédonie, c'est le peuple premier. Mais quand on dit un peuple premier, ça veut dire qu'il y a des seconds et il y a des troisièmes. Et donc, non, mais c'est vécu comme ça. Je vois M. Delaporte qui réagit, mais c'est vécu comme ça. Et c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la connaissance universitaire de dire, bon, le peuple premier, c'est ceux qui étaient installés là depuis avant, dans la tête des jeunes générations, ça veut dire qu'ils sont plus légitimes que les autres. Bien sûr, tous ne le comprennent pas comme ça, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui attaquent, et ceux qui menacent les Calédoniens, qui ne demandent qu'à travailler et vivre chez eux en toute harmonie, en toute paix, et qui sont là juste pour payer des impôts et payer des cotisations, eh ben, ces gens-là qui attaquent les Calédoniens sont des gens extrêmement racistes. Arthur Delaporte. Et moi, je pense que la responsabilité collective qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est pas d'accuser les uns ou les autres de racisme. Parce que ce que je sais aussi... Il existe. Ça existe, le racisme. Évidemment qu'il ne faut pas nier qu'il existe du racisme. Il faut avoir les yeux ouverts aussi. Je pense, Jean-Jacques Bourdin, qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire une ancienne colonie, avec un fait colonial qui a perduré, parce que, alors que les femmes avaient le droit de vote en France, en Nouvelle-Calédonie, jusqu'en 1957, vous aviez encore une partie de la population, les Kanaks,
qui n'avaient pas le droit de vote. Il a fallu attendre la loi cadre de fer. Et donc oui, il y a des inégalités qui ont perduré. Oui, il y a eu des logiques de peuplement. L'Algérie et la Nouvelle-Calédonie étaient les deux seules colonies de peuplement. Et donc si on ne se remet pas dans ce contexte-là, si on ne fait pas, si on veut faire abstraction de ce qui a causé des inégalités extrêmement fortes, qui fait qu'aujourd'hui, les descendants de Kanak représentent 90% des gens qui peuplent les prisons. Qu'aujourd'hui, vous avez évidemment une extrême pauvreté, que ce sont eux qui sont les moins diplômés, qui accèdent le moins à l'enseignement supérieur. Donc ça génère évidemment du ressentiment, des tensions. Ça peut se traduire évidemment par des formes de racisme. Oui, mais le racisme, il n'est pas univoque. Il y a des formes de racisme, oui, mais notre responsabilité en tant que leader politique, c'est pas d'accuser les uns ou les autres de racisme, c'est d'appeler au calme et de ne pas attiser les braises. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, cette situation insurrectionnelle de guerre civile, il faut dire les choses, il faut dire ce qui se passe aujourd'hui. On a des citoyens qui tirent sur d'autres citoyens, qui s'auto-défendent, qui organisent la défense de leur quartier parce qu'ils ont peur. Et s'ils ont peur, ils tirent. Ils se sentent menacés. Moi, j'ai encore entendu hier soir des gens qui se rendaient faire leurs courses, même si c'est très compliqué de faire ses courses. Aujourd'hui, la plupart des magasins ont été soit détruits, soit sont pillés. Et donc, aujourd'hui, quand on se rend faire ses courses, on peut se faire tirer dessus si on a l'air d'être un Kanak. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Des gens qui n'étaient pas menaçants, qui se sont pris des tirs de chevrotine. Donc vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça s'est traduit par des drames. Là, le haut-commissaire disait, il y a 3 personnes qui sont mortes en dehors du policier. Et je tiens vraiment à rendre hommage aux policiers qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de rétablir l'ordre républicain. L'ordre républicain, c'est-à-dire substituer le droit de la République à l'autodéfense individuelle. Eh bien, il y a 3 personnes qui sont mortes, et ces 3 personnes, c'est des jeunes Kanaks. C'est des jeunes Kanaks qui sont morts. Et donc, moi, je tiens à dire aujourd'hui que le sujet aujourd'hui, c'est pas la question des uns ou des autres racistes, c'est comment on rétablit le calme. Et comment on rétablit le calme ? On le rétablit à la fois avec des mesures d'ordre public et aussi avec des solutions politiques. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment ça. Donc, mesures d'ordre public et solutions politiques. Mesures d'ordre public et solutions politiques pour établir le calme. Nicolas Metzdorf. Oui, je partage ça. Je veux dire que c'est pas parce que j'analyse la situation qui explique la violence que j'appelle pas au calme. Mais évidemment qu'on appelle tous au calme. Toute ma famille est là-bas, mes amis sont là-bas, j'ai pas envie qu'ils meurent sous les balles. Donc évidemment qu'on appelle au calme et à la responsabilité. Simplement, j'essaie d'expliquer pourquoi on en arrive là. Parce que je reviens sur ce qu'a dit M. Delaporte, et c'est important, parce qu'on a une divergence de fond sur l'analyse. Et je suis content qu'il soit là d'ailleurs pour pouvoir y répondre. M. Delaporte dit qu'il y a un fait colonial. Il a raison, il y a eu un fait colonial en Nouvelle-Calédonie. Ça a été en 1853. Depuis 1853. Oui, mais attendez. Jusque dans les années 70. Le Premier ministre à l'époque, Pierre Messmer, disait qu'il fallait inverser les équilibres démographiques. Oui, mais M. Delaporte, pourquoi vous... Pour remplacer, en gros, faire qu'il y ait moins de Mélanésiens. Pourquoi vous oubliez toujours dans votre développement les accords de Matignon et les accords de Nouméa? Pas du tout. Nous, les descendants de... C'est les socialistes qui les ont portés. Nous, oui, justement, regardez où ça a mené. Nous, les descendants de colons, on a accepté de reconnaître le fait colonial. Il y a eu des redistributions de terres en Nouvelle-Calédonie. Les terres privées en Nouvelle-Calédonie, colonies de peuplement, qui appartiennent aux colons, ne représentent que 16% de la superficie du pays. 2 fois moins que les terres coutumières. Et 10 fois moins que les terres publiques. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un processus de décolonisation dans les années 90. Mais très bien, c'est là où je voulais vous amener, M. Delaporte. Il y a eu un processus de décolonisation. Moi, je dis que le processus de décolonisation, il est en cours. Non, mais vous pouvez me laisser développer ? Oui, allez-y. Parce que c'est important ce que je dis. Il y a eu un processus de décolonisation. Les terres ont été redistribuées. Le pouvoir politique et économique a été redistribué aux indépendantistes. Des transferts de compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie ont eu lieu. La Calédonie est compétente en matière de développement économique, de sécurité sociale, de santé, d'enseignement, d'éducation, d'environnement depuis 30 ans. D'accord ? C'est nous qui gérons nos propres affaires et la majorité des élus en Nouvelle-Calédonie sont d'origine kanak ou sans kanak. D'accord ? On a eu 3 référendums sur notre avenir. 3 référendums avec un corps électoral gelé, c'est-à-dire qu'on a exclu de ces référendums des personnes arrivées avant 1998, arrivées après 1998, et leurs enfants à ces personnes arrivées après 98 n'ont pas pu voter, même s'ils étaient nés sur le territoire. Donc on a fait un processus de décolonisation comme jamais il n'en a existé dans l'histoire des décolonisations. Donc on ne peut pas rester uniquement sur le fait colonial du 19e siècle, c'est pas possible. On a réparé les choses. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que la Nouvelle-Calédonie, ça doit devenir une terre universaliste et démocratique, où tous les citoyens naissent libres et égaux en droit,
et où la démocratie doit s'appliquer comme dans tous les pays normaux et modernes du monde. Voilà. Et donc on peut il pas faut dépasser. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'on peut pas justifier la violence par le fait colonial. En Nouvelle-Calédonie, nous avons réparé les choses. Et si Nicolas Metzdorf, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que attendez. toute violence est injustifiable. Voilà. Mais vous allez vous expliquer, je vous promets. Vous allez avoir la parole juste après la pub, parce qu'il faut que je fasse la pub. Je suis un peu bousculé par le temps. Arthur Delaporte, vous allez avoir la parole pour répondre à ce que vient de dire Nicolas Metzdorf. À tout de suite. Il est 9h47. Arthur Delaporte, à vous. Je voulais répondre parce que Nicolas Metzdorf disait, bon, en gros, la décolonisation est derrière nous, il faut passer à autre chose. Un processus de décolonisation, ça se décrète pas comme ça du jour au lendemain que c'est fini. C'est quelque chose qui est mis en place, et en particulier depuis les accords de Matignon qui ont été portés par Michel Rocard dans un contexte, je le rappelle, extrêmement compliqué. À l'époque, en 1988, il y avait eu une prise d'otage de gendarmes qui s'était soldée par la mort de 19 Kanaks, de 2 gendarmes, et qui avait fait un traumatisme immense à la veille du second tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand redevient président de la République. Il nomme Michel Rocard Premier ministre qui remplace Jacques Chirac qui avait donné l'ordre de l'assaut. Et Michel Rocard décide d'envoyer une mission du dialogue. Cette mission du dialogue, pendant un mois, elle rencontre tous les acteurs, elle met tout le monde autour de la table, ils viennent à Matignon, et là, poignée de main entre Jean-Marie Djibaou, Jacques Lafleur, qui aboutit à ce qu'on puisse se dire qu'il faut évoluer, qu'il faut se mettre d'accord, qu'il faut aller vers des processus d'autodétermination. C'est qu'il y avait 2 leaders à l'époque. Il y avait 2 leaders entendus, écoutés. Oui, mais aujourd'hui, il y a encore des leaders politiques locaux sur place. Je les côtoie, moins que Nicolas Metzdorf, évidemment. Il y a des leaders politiques. Mais oui, et des leaders de grande qualité. Moi, je tiens à dire que, quel que soit leur positionnement politique, aujourd'hui, on a une élite en Nouvelle-Calédonie politique, qui est extrêmement compétente, qui connaît bien ses sujets, qui est très politique. Faut se dire quand même que c'est l'équivalent d'un département de 300 000 habitants en France. Dans quel département a-t-on autant de leaders identifiés ? Il y a une passion politique en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi ce qui participe à ce débat aujourd'hui qui est compliqué. Mais juste pour finir sur le processus de décolonisation qui était quand même le sujet initial. Nicolas Metzdorf, un mot, puis je voudrais revenir sur le texte qui a été voté. La Nouvelle-Calédonie reste quand même dans la liste des territoires de l'ONU qui sont des territoires à décoloniser. Ça veut dire que c'est pas fini. Et ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a encore la décolonisation, c'est un processus. C'est un processus qui doit aller potentiellement. Pour les socialistes, la décolonisation, tant qu'il n'y a pas l'indépendance, c'est pas décoloniser. Mais c'est ça le problème. C'est un principe. Est-ce que la décolonisation doit aller jusqu'à l'indépendance ? Vous savez ce que dit l'ONU ? L'ONU donne 3 solutions pour la décolonisation. Soit l'intégration à l'ancienne puissance administrante. Donc si on choisit de devenir un département souverainement, eh bien, on est décolonisé. Soit on est dans une libre association, d'accord. Soit on est indépendant effectivement, ou soit tout autre statut librement négocié. Donc en fait, la décolonisation, ce n'est pas forcément l'indépendance. Mais ce que met la gauche dans la tête des indépendantistes, peut-être pas M. Delaporte, j'attends ce qu'il va dire, c'est que ils mettent dans la tête des indépendantistes que tant qu'il n'y a pas l'indépendance, la décolonisation n'est pas finie. Et quand bien même on a voté 3 fois non contre l'indépendance, il faudrait quand même continuer. Vous vous rendez compte ? Donc, je rappelle le processus quand même de l'accord de Nouméa qui a été fait par les socialistes. Vous savez, c'était quoi la fin de l'accord de Nouméa ? Et qui était surtout consensuel et partagé. Si on vote une fois oui, c'est l'indépendance. Pour éventuellement rester français, il fallait voter 3 fois non. 3 fois non. Donc, on voit bien que depuis le début, les dés sont pipés. Est-ce que pour vous, la décolonisation, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ? La décolonisation, c'est pas forcément l'indépendance. En fait, oui, mais c'est pas forcément d'accord. Mais est-ce que pour vous, ça peut faire partie ? Est-ce que ça doit conduire à l'indépendance ? Moi, je considère aujourd'hui que c'est aux Calédoniens de décider de leur sort. C'est le principe de l'autodétermination. C'est aux Calédoniens de décider de leur sort. Alors, moi, j'ai pas à me dire. Voter. Mais du coup, on a voté. Alors, il y a deux choses. Parce que il y a 3 corps électoraux. Rappelons, il y a le corps électoral général qui s'applique comme on peut l'avoir à Perpignan ou à Carcassonne. C'est les élections municipales, législatives. C'est la France. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est la même liste électorale, c'est le code électoral s'applique. Ça c'est le premier truc pour les présidentielles, législatives européennes. Il y a le corps électoral pour les élections référendaires. Lui, il est restreint. Il comporte des critères qui sont proches, même s'ils sont pas exactement les mêmes, du corps électoral des élections
provinciale pour déterminer à la fois les régions, il y a 3 provinces en Nouvelle-Calédonie et le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, Nicolas Mesdorf est élu en Nouvelle-Calédonie locale. Ce corps-là, il est différent. C'est de ce corps-là dont on parle. Et en fait, il s'agit de le réformer, parce qu'il y a des inégalités dans cette liste, il y a des absurdités dans cette liste, mais ce que disent les accords de Nouméa, enfin l'accord de Nouméa en 1998, c'est que on ne pourra réformer le corps électoral des élections provinciales que si on le réforme dans un ensemble, dans une évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'aujourd'hui, on arrive après les 3 référendums à une période où il faut écrire la suite. On a une page blanche, il faut se mettre d'accord entre les différents acteurs locaux pour inventer ce statut institutionnel et dire comment on votera demain. Alors, le problème, c'est que le gouvernement a choisi de dire comment on votera demain avant de dire pour qui, comment et avec quelles compétences. J'espère que je pourrai avoir le même temps de parole. Allez-y. Nicolas, vous avez beaucoup parlé avant la pub. Merci. Forme d'équilibre. Allez, voilà. Pourquoi il faut dégeler le corps électoral en Nouvelle-Calédonie ? Parce que le corps électoral des élections provinciales aujourd'hui, il est figé. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait choisi 3 fois la France, toutes les personnes arrivées après 98 ne peuvent pas voter aux élections locales. Elles payent des impôts, elles payent des cotisations sociales, mais elles ne peuvent pas voter pour leurs représentants. C'est un accord. C'est un accord partagé par tout le monde, indépendantiste et non indépendantiste, en 1998. Vous savez, si vous respectez les Calédoniens, il y a une règle au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est que quand un élu parle, l'autre écoute. Et ensuite, on redistribue. Alors allez-y. C'est Jean-Jacques Bourdin qui m'a interrompu. C'est ma faute, allez-y. Donc, tous ceux qui sont arrivés après 98 ne peuvent pas voter aux élections locales. S'ils ont eu des enfants nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont grandi en Nouvelle-Calédonie, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont même jamais sortis de la Nouvelle-Calédonie, ces enfants aussi ne peuvent pas voter dans leur propre pays. D'accord ? Donc, l'idée du gouvernement, c'était de dire, non pas on retrouve le suffrage universel direct, parce qu'il faut prendre aussi en compte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais il faut mettre 10 ans de présence sur le territoire pour voter aux élections locales. Les 10 ans de présence, c'était l'équilibre initial qui avait été trouvé lors des accords de Nouméa. C'est là où il y a une divergence. Alors ça, c'était l'article 1 du projet de loi. Redonner le droit de vote à des gens nés en Nouvelle-Calédonie et à des gens qui sont présents depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, si j'ai 25 ans, si je suis né en Calédonie, je ne peux pas voter. Si. Si vous avez 25 ans et que vous êtes né... Si vous avez 25 ans et que vous êtes né de parents arrivés en Nouvelle-Calédonie après 1998, vous n'avez pas le droit de voter. C'est inadmissible. Non, mais attention, si vous avez 25 ans et que vos parents sont calédoniens, les enfants de Nicolas Mesdorf, ils ont le droit de vote. Je suis très content d'entendre M. Delaporte défendre le droit du sang. Deuxième chose, l'article 2 de la loi vient de dire que même si la réforme constitutionnelle était adoptée au Congrès de Versailles, s'il y avait un accord entre Calédoniens sur le corps électoral et sur tout le reste qui intervenait après le vote du Congrès de Versailles, c'est l'accord des Calédoniens qui s'appliquerait et la loi constitutionnelle serait caduque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi constitutionnelle qu'on a votée, finalement, place l'accord des Calédoniens au-dessus de la Constitution de la République française. Donc on voit, à travers l'article 1 des 10 ans de présence et l'article 2 de l'accord des Calédoniens, que le gouvernement a fait quelque chose d'équilibré et de récompensé. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord sur cette... Je vais finir là-dessus. Monsieur Bourdin, c'est important. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord sur ce texte ? Pourquoi ? Parce que les indépendantistes se sont fait accaparer par la branche la plus radicalisée du mouvement indépendantiste, par les racistes, par les xénophobes, qui de toute façon considèrent que seuls les Kanaks sont légitimes en Nouvelle-Calédonie et que toutes les autres communautés sont accueillies et que de toute façon seuls les Kanaks sont légitimes à décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Voilà ceux qui ont embarqué le mouvement indépendantiste à s'opposer à ce texte-là. Voilà. Donc c'était une affaire de démocratie contre de la xénophobie. C'était ça le sujet. Alors moi je vais essayer de répondre parce que je crois qu'il nous reste à peu près 2 minutes maximum. Oui. Sur ce point. En fait, là, on parle d'une réforme, et ce que j'ai commencé à essayer de dire, qui n'est que une petite partie d'un ensemble. Sauf que c'est une carte du château de cartes qui a été patiemment construit. C'est un édifice qui est fragile, l'accord de Nouméa. Et en fait, en prenant juste le corps électoral qui, oui, comporte des injustices et qui doit être revu, on fait s'effondrer tout le reste parce que l'enjeu, c'est la négociation d'un accord global. C'est comment on met des gens autour de la table. Et ce qui a marché pour retrouver la paix civile depuis 35 ans, c'est qu'on a mis des gens autour d'une table et qu'à chaque fois, quand il y a eu des accords, on les a respectés jusqu'au bout et ils ont été adoptés de façon quasi unanime à chaque fois par l'Assemblée nationale, par le Sénat, parce qu'il y avait un accord local. La première fois depuis 35 ans qu'on fait quelque chose contre l'avis d'une partie des Calédoniens, c'est aujourd'hui.
C'est ce qui se passe avec cette réforme, qui est une rupture dans une méthode historique qui a été portée par Lionel Jospin, qui a été portée avant lui par Michel Rocard, qui a été portée par Édouard Philippe en 2018. Et le problème, c'est que les premiers ministres, depuis Édouard Philippe, ont abandonné le dossier calédonien. C'est Gérald Darmanin qui le porte, qui aujourd'hui est discrédité parce qu'il a fait dire à des acteurs calédoniens ce qu'il n'avait jamais dit. Il a dit les indépendantistes sont d'accord de façon absolue avec ce projet de loi, alors qu'ils avaient dit on est d'accord si c'est dans un cadre global, si c'est évalué. Et donc finalement, si on peut partir sur un projet consensuel et positif. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle du président de la République, c'est de nommer une mission pour retrouver les bases de ce consensus. Il faut surtout retirer ce projet, parce que sinon, on va continuer à avoir des tensions si on n'a pas de sortie politique. Le projet sera retiré ou pas ? Non, il ne faut pas parler... Mais c'est bien ça le problème. Il ne faut pas faire de la politique nationale sur le dossier calédonien. Ça aurait pu être Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou ma grand-mère, ça n'aurait rien changé. Le souci, pour trouver un accord en Nouvelle-Calédonie, il faut être deux. Le problème aujourd'hui, c'est la mauvaise foi, comme je le disais, de la branche radicale des indépendantistes. Non, mais si, moi je suis désolé, quand on respecte pas les résultats des 3 référendums, quand on s'oppose à des Calédoniens qui veulent voter en Nouvelle-Calédonie, je suis désolé, il y a un combat de valeurs. Et moi, vu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, la première question que je poserai aux indépendantistes, quand je les reverrai, c'est est-ce qu'ils veulent vivre avec nous et nous considérer comme des égaux. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. La question qui est posée, c'est celle-là. Ils disent qu'ils reconnaissent finalement tout le monde comme partie du peuple calédonien. La citoyenneté calédonienne, elle n'est pas réservée aux Kanaks. Messieurs, je suis obligé de vous interrompre. C'est dommage parce que je serais bien resté 1 heure avec vous pour écouter vos arguments, mais nous avons pu comprendre beaucoup mieux la situation en Nouvelle-Calédonie. Pas simple. Pas simple. Bien, merci à tous les deux. 9h57, vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, juste après les infos, Sud Radio Média, avec Christine Bouillot et Gilles Gansman. L'invité sera l'animateur Aurélien Letex.